Bienvenue dans ce journal sur 7 Info. Voici les titres. De nouvelles nominations annoncées. Qui sont les ministres conseillers et les ministres gouverneurs et quel est leur rôle au sein de l'appareil d'État ? Après un bilan record en 2025, l'administration douanière affiche de nouvelles ambitions pour 2026. Et en fin de journal, en visite officielle à Rabat, Ousmane Sonko rassure après les tensions nées de la finale de la CAN 2025. Nous ouvrons ce journal par l'actualité politique. De nouvelles nominations ont été annoncées ce lundi 26 janvier à la présidence de la République. À travers un communiqué officiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé à la nomination de plusieurs responsables à des postes stratégiques. Écoutons l'annonce faite par la secrétaire générale de la présidence, Masseri Touré. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio. Ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Kobena Kwasi Adjoumani. Ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidèle Boroton Sarasoro. Ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur Aoutou Emmanuel Kofi. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Abdallah Albert Toaqueuse Mabri. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Mamadou Sanogo. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Bouaké Fofana. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Laurent Tchagba. Au titre du gouvernement, sont nommés ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Ibrahim Cissé Bakongo. Ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué. Fait à Abidjan le lundi 26 janvier 2026. Je vous remercie. Dans l'organisation de l'État, certains postes restent encore peu connus du grand public. Qui sont réellement les ministres conseillers à la présidence ? Quel est le rôle du ministre gouverneur dans l'architecture administrative et territoriale ? Des fonctions clés, souvent discrètes, mais essentielles dans la mise en œuvre des orientations du chef de l'État. Élément de réponse dans ce sujet de Serge Kofi, commenté par Karidja Fani. 3 jours après la formation du gouvernement, le chef de l'État Alassane Ouattara a nommé ce lundi 26 janvier 2026 au rang de ministre conseiller spécial à la présidence de la République. Des personnalités dont quelques-unes figuraient dans l'équipe gouvernementale sortante. Si cette fonction n'est pas inédite, elle reste toutefois méconnue par le grand public. Ce qu'il faut savoir, un ministre conseiller à la présidence est un haut responsable politique ou technique, nommé directement par le président, agissant comme un proche collaborateur. Ce n'est pas un ministre de plein exercice. Son rôle principal est de conseiller le chef de l'État sur des dossiers stratégiques, d'élaborer des réformes, d'analyser des dossiers spécifiques et de servir de lien technique entre la présidence et les ministères. En résumé, c'est un conseiller spécial avec le rang de ministre, agissant comme un expert de confiance auprès du chef de l'État. Selon le communiqué de la présidence de la République, Ibrahim Cissé Bakongo et Augustin Thiam ont été respectivement maintenus à leur poste de ministre, gouverneur de district autonome d'Abidjan et de Yamoussoukro. Dans la pratique, le ministre-gouverneur est un haut responsable nommé par le président pour diriger un district autonome.
Il agit comme l'organe exécutif chargé d'administrer les grands projets, d'harmoniser les investissements de l'État pour réduire les disparités régionales et de promouvoir le développement économique et culturel du district. À la suite de ces nominations, des ministres conseillers nouvellement désignés ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Fidel Sarasoro et Laurent Gbagbo. Les deux personnalités expriment leur profonde reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en elle à travers leur nomination à de hautes fonctions. Elles saluent un honneur et mesurent la responsabilité liée à ces charges, tout en réaffirmant leur engagement à servir avec loyauté, dévouement et efficacité. Tous deux assurent leur attachement aux idéaux du chef de l'État et leur volonté de contribuer activement au rayonnement et au développement de la Côte d'Ivoire. À Bobo, la victoire du RHDP aux élections législatives dernières s'est célébrée dans la ferveur et la reconnaissance. Après leur large succès aux législatives du 27 décembre dernier, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Ouattara Téné Birahima et sa liste sont allés dire merci aux populations. Une rencontre populaire marquée par la fête, la prière et des gestes de solidarité. Le point avec Pierre Thiebi. À Abobo, l'heure était au remerciement et à la célébration. Après leur large victoire aux élections législatives du 27 décembre dernier, la liste conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Ouattara Téné Birahima, avec à ses côtés sa directrice de campagne, la présidente du Sénat et maire d'Abobo, Kandia Kamara, est allée à la rencontre des populations sorties massivement ce 24 janvier. Pour l'occasion, la place Ahmed Bakayoko a refusé du monde, se transformant en un véritable espace de fête et de communion, marqué notamment par la célébration de la nomination du député d'Abobo au poste de vice-premier ministre, ministre de la Défense au sein du gouvernement Mambé 2. Apportant massivement la liste du RHDP, conduite par M. Téné Birahima Ouattara, vous avez envoyé un message clair à la Côte d'Ivoire tout entière. Abobo veut aller de l'avant. Abobo pose des actes, pas des promesses. Et les résultats, vous les voyez chaque jour à Abobo, grâce à son excellence, M. Alassane Ouattara. Cette victoire n'est pas celle d'un homme seul, ni d'une liste. Ce n'est pas celle d'un parti politique seul. C'est la victoire d'une population mobilisée. Les résultats de ces élections sont les vôtres. Ce n'est pas les résultats du RHDP, c'est les vôtres. Parce que c'est vous qui avez voulu que le RHDP, la liste RHDP, soit à l'Assemblée nationale. Et donc, pour nous, élus d'Abobo, c'est une marque de confiance et de légitimité que vous portez à notre endroit. Je voudrais, au nom du président du RHDP, le président Alassane Ouattara, vous remercier pour la confiance que vous avez faite. La cérémonie, empreinte de ferveur et de solidarité, a été rythmée par une prière écuménique et des prestations d'artistes. Dans un élan de générosité, la liste victorieuse a également procédé à d'importants dons. Une enveloppe de 12 millions de francs CFA destinée à 6 orphelinats de la commune, 4 cas remis aux communautés chrétiennes et musulmanes, à la chefferie traditionnelle et au SOS Village d'Abobo. Nous n'avions pas de moyens de déplacement. Ces cas viennent de nous soulager. Nous allons les utiliser à bon escient pour rassembler les Abobolais et les Abobolaises dans l'intérêt supérieur de notre commune. Merci, mon fils Téné Birahima. Nous sommes à votre disposition. Merci au conseil municipal. Merci à tous et à toutes. Pour rappel, la liste conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a remporté les élections législatives dans la commune d'Abobo avec 88% des suffrages exprimés.
Un petit tour à l'intérieur du pays. Guy Bérois salue la reconduction de Miss Belmondo Dogo au gouvernement. Dans le grand Guiguida qui regroupe Guy Bérois, Dignago et Galébré, la décision du président de la République Alassane Ouattara de maintenir Miss Dogo Belmondo au poste de ministre de la Cohésion sociale et de la solidarité au sein du gouvernement Begré-Mambé II est accueillie avec enthousiasme. Les populations, les autorités traditionnelles et les cadres locaux y voient la reconnaissance d'un engagement constant en faveur de la paix sociale, du développement local et de la stabilité nationale. Un reportage de Gervais Amani, commenté par Pierre Thiebi. Les populations du Grand Guiguida, comprenant les localités de Guy Bérois, Dignago et Galébré, ont salué la reconduction de leurs filles, Miss Belmondo Dogo, au gouvernement Begré-Mambé II en qualité de ministre de la Cohésion sociale et de la solidarité. Cette décision présidentielle, unanimement appréciée à Guy Bérois, est perçue par tous comme la reconnaissance d'un engagement constant au service du développement local et national. Après cette reconduction, Miss Belmondo Dogo cédera son siège de député à son suppléant Diomandé Kafoba. Rencontré dans la matinée du 24 janvier 2026 à son domicile de Guy Bérois, celui-ci ne cache pas sa joie et dit s'inscrire dans la vision tracée par la ministre Belmondo Dogo. Dans les quartiers et villages, la population voit en cette reconduction un gage de stabilité et de poursuite des projets structurants. Les chefs traditionnels ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour cette reconduction. Ils ont annoncé l'organisation d'une grande cérémonie hommage à l'endroit du chef de l'État dans les jours à venir à Guy Bérois. Du sport à présent en football, la Côte d'Ivoire connaît désormais son prochain adversaire. Selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de football, les éléphants affronteront l'Écosse le 31 mars prochain à Liverpool dans le cadre d'un match amical international. Il s'agira de la toute première confrontation entre les deux sélections. Cette rencontre s'inscrit dans la préparation des champions d'Afrique pour la Coupe du Monde FIFA 2026 et permettra au staff technique d'évaluer ses joueurs, tester de nouvelles options tactique et renforcer la cohésion du groupe. Après une année 2025 marquée par des performances historiques en matière de mobilisation des recettes, les douanes ivoiriennes tentent de maintenir la dynamique. À l'occasion de la Semaine des douanes 2026, l'administration a dressé son bilan et dévoilé ses nouvelles orientations axées sur la modernisation, la lutte contre la fraude et le renforcement de la coopération régionale. Un reportage de Samson Oula. Placée sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », la Journée mondiale des douanes couplée à la Semaine des douanes ivoirienne 2026 met en lumière le rôle stratégique de cette administration dans la mobilisation des ressources de l'État, la sécurisation du territoire et la facilitation des échanges. L'année 2025 restera comme une référence dans l'histoire récente des douanes ivoiriennes. Sur un objectif de 3 312,71 milliards de francs CFA, les recettes mobilisées ont atteint 3 451,83 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 102,34%. Une performance saluée par le gouvernement qui traduit le professionnalisme et la capacité d'adaptation des services douaniers dans un contexte économique et sécuritaire exigeant. Je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle qui revêt une double portée. Elle marque d'une part le lancement officiel de la Semaine des douanes ivoiriennes, CEDIV 2026, et d'autre part la célébration de la Journée internationale de la douane, édition 2026. Elle nous offre également l'opportunité de faire le point sur le chemin parcouru, de partager notre vision et de renforcer le dialogue avec l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique, économique et institutionnelle dans un esprit de transparence, de responsabilité et de partenariat. Pour la seule année 2025, les services des douanes ont procédé à la saisie de 5058,2 tonnes de marchandises prohibées, des stupéfiants donc de substances, des armes et munitions, des pierres précieuses ainsi que des devises d'une contre-valeur de près de 532 275 627 francs CFA. L'ensemble de ces actions constitue ainsi un levier stratégique essentiel pour faire face efficacement aux menaces transfrontalières et assurer une protection durable de la société ivoirienne et de son économie. Les douanes ivoiriennes ont mobilisé 3 451,83 milliards de francs CFA
soit une plus-value de 79,21 milliards et un taux de réalisation de 102,34%. Pour l'année 2026 qui vient de s'ouvrir, cette dynamique devra être maintenue, voire renforcée, pour répondre efficacement aux attentes du gouvernement en matière de mobilisation des recettes douanières. Le budget de l'État au titre de l'exercice 2026 se chiffre à 17 305,2 milliards de francs CFA, avec une contribution de l'administration des douanes attendue de 3 627,89 milliards, soit 176,16 milliards de plus qu'en 2025. Entre célébration des acquis et projection vers l'avenir, la Semaine des douanes ivoiriennes 2026 se positionne comme un cadre stratégique de dialogue et de réflexion. Cette dynamique s'est également traduite par la reconnaissance du mérite avec la remise de certificats à 19 agents des douanes et partenaires distingués pour leur engagement. Beaucoup de gens, beaucoup de reconnaissance aussi à la hiérarchie qui a bien voulu, parmi toutes ces têtes bien pleines des agents des douanes, nous distinguer pour cette édition spéciale. Nous sommes fiers, nous sommes heureux et nous sommes vraiment reconnaissants. Au-delà de la célébration, la Semaine des douanes ivoiriennes se veut également un cadre d'évaluation et de projection. Pour 2026, l'État attend une contribution douanière de 3 627,89 milliards de francs CFA, marquant une hausse significative des objectifs. Pour y parvenir, l'administration douanière entend renforcer la digitalisation des procédures, la lutte contre la fraude et les trafics illicites, tout en améliorant la facilitation du commerce et la compétitivité économique. Avant de poursuivre ce journal, un mot de justice. Le procès de Jean-François Kouassi a retenu l'attention. Retour sur les faits reprochés, l'évolution du dossier, les conclusions avec Fatou Kaloga. Bonsoir Fatou. Bonsoir même. Alors comment tu vas ? Bien et vous ? Ça va très bien. Alors, on va parler de l'affaire Jean-François Kouassi. On va rappeler les faits déjà pour commencer. Qu'est-ce qui lui était reproché ? D'accord. Il a été reproché à Jean-François Kouassi d'avoir divulgué des informations fausses, diffamatoires. Et aujourd'hui, il était devant le tribunal de première instance au Plateau. Et il faut noter que le procès devait commencer à 13h, mais finalement, ça a débuté à 14h30, je crois. Et pas que je crois, 14h30. Parce qu'il y avait du monde. Il y avait des lycéens, des étudiants en droit et tous ils étaient là pour assister. Pour ce procès-là ? Voilà, pour ce procès-là. Donc ça a fait du bruit. Et quand Jean-François Kouassi est arrivé, d'abord il avait porté une chemise blanche, il est arrivé et tout serein. Et quand il est arrivé, les jeunes, eux, tous étaient en transe, à telle enseigne qu'il n'y avait plus de place dans la salle. Et il faut noter que lors de l'audience, la défense a soutenu que les propos tenus par Jean-François Kouassi sur Facebook concernant le concours d'entrée à la douane révélaient de la liberté d'expression et qu'il n'avait aucune intention de nuire à l'autorité de Anne Désirée Ouloto. Et Madame le procureur de la République a, quant à elle, elle a tapé sur la notion de la liberté d'expression. Elle a rappelé à la jeunesse qui était dans la salle que liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Ils n'ont pas le droit de se prononcer sur des sujets dont ils n'ont pas les preuves. Okay. Donc, elle a demandé au juge de condamner Jean-François Kouassi à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 jours d'emprisonnement ferme et 1 million d'amende. Finalement, après les débats et autres, à l'issue des débats, le tribunal a condamné Jean-François Kouassi à 15 jours d'emprisonnement ferme et 8 mois avec sursis et 500 000 d'amende. Donc, à la fin du procès, nous avons eu l'intervention de son avocat. Qu'on va regarder maintenant. Je retiens d'abord que de cette condamnation, écoutez, je ne vais pas critiquer la décision du tribunal. Nous n'avons pas critiqué la décision du tribunal. Cependant, nous nous réservons le droit de faire appel. Parce que, comme je l'ai dit dans l'enceinte, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on l'exprime. M. Jean-François Kouassi l'a exprimé. Il n'est pas d'accord avec
ces concours qui sont organisés de façon occulte. On ne sait pas comment est-ce que les gens deviennent douaniers, etc. Il a le droit de le dire, c'est un citoyen du pays. Il n'a insulté personne. Soyons clairs, la liberté d'expression, ce n'est pas le libertinage. D'accord? Ce n'est pas la liberté excessive. C'est une liberté qui s'exerce dans un cadre légal. Ce que nous disons, c'est que l'intervention de notre client n'a absolument rien à voir avec les exceptions reconnues. Son intention, c'était de dire aux décideurs, penchez-vous sur ce problème sérieux. Parce que nous avons la possibilité, parce que nous sommes compétents, nous avons la possibilité de rentrer à la fonction publique, mais par des réalités qui existent, nous en sommes privés. Voici, c'est le message de M. Jean-François Kouassi et nous voudrons que ce soit compris comme tel. Est-ce que le ministère public a réussi à prouver l'inverse? Vous l'avez constaté. Notre message a été très clair. Pour nous, il ne faudrait pas utiliser l'expression valise d'ordre public pour réduire le citoyen qui a un droit fondamental à la liberté d'expression. Et la démonstration que j'ai pu faire avec mon confrère sur l'interprétation que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne sur l'étendue de la liberté d'expression est là. Il s'agit de quoi? Il faut que nos décideurs comprennent qu'ils ne sont pas exempts de critiques. Toutes les critiques du citoyen ne doivent pas seulement encenser l'homme politique, le décideur. Nous avons le droit d'attirer l'attention des décideurs pour leur dire que ici, ça ne va pas. La corruption gangrène la société. Nous avons aussi le droit de le dire. Et en le faisant, c'est pour attirer simplement l'attention, pour que nous puissions monter réduire le taux d'indice de corruption dans notre pays. Nous, ça nous fait plaisir lorsque les organisations nous donnent des notes favorables. Cela ne nous déplaît pas. C'était donc l'intervention de l'avocat de Jean-François Kouassi à la sortie du tribunal. Je rappelle, comme Fatou l'a dit, que Jean-François Kouassi a été condamné à 15 jours de prison ferme, 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. C'est bien ça, Fatou? Oui. Merci beaucoup, Fatou, pour toutes ces informations. Merci, Mme. Nous allons maintenant passer à l'international. En visite officielle à Rabat, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a tenu à rassurer sur la solidité des relations entre le Sénégal et le Maroc, mises à l'épreuve après la finale houleuse de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Devant son homologue marocain Aziz Aknouch, il a souligné que les tensions observées relèvent avant tout de l'émotion sportive et ne traduisaient aucune divergence politique ou diplomatique entre les deux États. Ousmane Sonko a rappelé la profondeur des relations historiques et stratégiques entre Dakar et Rabat, fondée sur le respect mutuel et une coopération constante. On l'écoute. Cette visite donc intervient dans un contexte chargé d'émotions sportives, de débordements regrettés et d'images parfois douloureuses pour deux peuples profondément liés, mais précisément sa portée historique réside dans la forte capacité des deux États frères, de ne pas laisser l'émotion surplomber et décider du sens. Sous ce rapport, ce déplacement ne vise pas à calmer, il vise à affirmer, à réaffirmer que le sport n'a pas divisé deux peuples. Il a éprouvé leur lien. Il n'a pas opposé le Sénégal et le Maroc, il a mis à l'épreuve l'intensité de deux passions nationales dans un espace commun. Les dérapages observés ici ou là ne doivent être ni niés, ni dramatisés. Ils doivent être requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur et non comme des fractures politiques ou culturelles. Cette visite du Premier ministre Sonko a également été marquée par la signature de 17 accords de coopération dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie, le numérique et la formation, traduisant la volonté des deux pays de renforcer durablement leur partenariat stratégique.
Au Moyen-Orient, la tension demeure vive autour de l'Iran. Le chef du Hezbollah a averti que son mouvement s'estimerait directement visé par toute attaque contre Téhéran, faisant craindre une escalade régionale. Cette déclaration intervient dans un contexte de forte crispation politique marqué par des menaces croisées et une instabilité persistante. La communauté internationale appelle à la retenue alors que les risques d'un embrasement plus large de la région suscitent de vives inquiétudes sur le plan sécuritaire et humanitaire. C'est la fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme et à demain.